Chers amis du Cercle Aristote, bonjour, vous l'avez voulu parce que vous l'avez réclamé, je l'ai vu sous la première vidéo et je vous l'avais promis que c'était la première d'une assez longue série. Vous avez promis le retour du camarade Gilles Amiel. Gilles, bonjour. Bonjour Pierre-Yves, merci Donc, de m'inviter. c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Là, on est vraiment dans notre cœur de métier. Donc, je rappelle pour ceux qui ont loupé le premier épisode et qui vont tout de suite se rattraper sinon interro stylo. Tu es un, comment dire, Un essayiste. tu es un essayiste, tu es un intellectuel du camp de la souveraineté et tu as sorti en tout cas ce qui pour moi, et je pense avoir un tout petit œil là-dessus, vu que dès qu'il y a un ouvrage sur ces trucs-là, il trouve vite le chemin de ma boîte aux lettres. L'une des grandes contributions théoriques de ces dernières années sur l'État au sein de notre famille politique. Donc c'est ton ouvrage La démocratie sans l'État, qui est juste ici, histoire d'une impasse, que je recommande plus que vivement, parce que c'est vraiment un des ouvrages, un des très bons ouvrages de ces dernières années, et pourtant sur ces données-là, j'en reçois un certain nombre, donc je peux me permettre. Or, là, tu avais déjà fait une présentation, ce qui permettait de t'introduire auprès de notre public la dernière fois. J'y renvoie nos auditeurs, et là, on va parler d'un sujet qui pique. Alors tu me diras, les sujets de la dernière fois piquaient aussi, et les sujets de la prochaine fois piqueront encore davantage. Mais on va parler d'un sujet qui pique, parce que on va parler de l'Union européenne. Le temps, et je parle pas uniquement d'une météo assez particulière, s'y prête parce que nous sommes dans l'espace des élections dites européennes, j'en sais quelque chose. Et aussi, On pourrait même dire dite élection ou dite européenne. dite élection dite européenne, j'en sais quelque chose, mais surtout, et c'est l'un des points sur lesquels j'aime énormément ta pensée, c'est que tu nous obliges à renouveler énormément les cadres, et on va parler de l'UE comme structure autoritaire. Absolument. Et ça, parce que bon, le problème c'est que l'UE est un défi aux vendeurs de porte-à-porte, si tu veux, parce que t'as essayé l'Europe c'est la paix pour la ménagère, maintenant ça marche plus, t'as essayé l'Europe c'est le progrès, t'as essayé l'Europe zygomatique, c'était l'argument de Kouchner, avec l'Europe on rigolera plus. J'avais oublié, tu vois. Tu vois, C'est la prospérité également. Voilà, on a fait la prospérité, etc. Et là maintenant, et tu le vois sur tous les plateaux télé, c'est l'Europe ou la dictature. Vu que l'Europe se pose comme symbole de démocratie, ce qui est triste quand on fait réécrire des référendums comme une vulgaire junte algérienne, mais pour toi, justement, c'est quand même l'un des derniers arguments à déconstruire. Comment tu l'appréhendes, ce rapport de l'UE, l'autoritarisme et la démocratie, surtout dans une UE post-Grèce. J'implique bien parce que... Post-2015. Post-2015, parce que là... Bon, après, il y a des rondelles de saucisson qu'on veut pas nécessairement enlever, mais personne ne peut dire que après cet épisode-là, qu'il n'y a pas eu une brutalité européenne. Donc, si tu veux, comment toi tu le vois, pour toi, est-ce que ça a été un fait de structure, et pour toi, quel est le rapport entre l'UE, la démocratie, au-delà du déficit démocratique qui est la tarte à la crème habituelle? Eh ben volontiers, puisque j'aimerais resserrer un tout petit peu la focale dans les débats critiques sur l'Union européenne, sur son aspect structurel, c'est-à-dire sur sa logique institutionnelle et ce qu'elle produit en termes d'effets dans les vies politiques nationales et les processus démocratiques nationaux. On pourrait dire, pour faire très court, que ce sont des vases communicants, c'est-à-dire plus il y a d'Union européenne, moins il y a de processus politiques et démocratiques. Mais ça s'explique pour des logiques structurelles. Donc j'aimerais m'appesantir sur là-dessus.
Je le dis d'emblée, je vais essayer de développer 2 points dans le cours de l'interview qui me semblent insuffisamment soulignés dans les débats eurocritiques. Si eurocritique a le moindre sens. Étant donné que désormais tous les européistes sont des européistes critiques. Ils ont toujours quelque chose à dire sur l'objet de leur amour. Et ça va pas assez loin, ça va trop loin, ça va pas sur le bon sujet, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Et ce qui fait passer par pertes et profits la logique du cadre. Et donc un des 2 points que je voudrais développer, c'est justement que dans l'Union européenne, le cadre est pire que le contenu. Le contenant est pire que le contenu. Et Dieu sait que je n'ai que des critiques à faire sur le contenu. Et là, donc j'aimerais un peu, enfin, en réalité, c'est desserrer la focale pour se concentrer sur le contenant, le contenu et ses effets de structure. D'une part. Et le deuxième point que je voudrais développer, c'est que, tu l'as dit, on présente désormais l'Union européenne comme le rempart institutionnel et la force économique et géostratégique en face du monde déchaîné, autoritariste et dictatorial de l'axe du mal. La Russie, la Chine, l'Iran, etc. Et donc l'UE, ce serait une bulle protectrice dans laquelle nous protégerions des processus politiques et démocratiques précieux. Voilà, donc ça serait notre limesse contre l'autoritarisme. Or, mon point, c'est de dire et d'expliquer pourquoi, que si jamais j'ai raison, que l'Union européenne est pire qu'une dictature ou qu'un régime autoritaire en ce qui concerne les processus politiques et démocratiques. C'est-à-dire que de la manière dont on a construit l'Union européenne, elle est parfaitement étanche à une pression populaire, à des logiques démocratiques et même à une logique politique. C'est-à-dire que elle a fait une montée en généralité pour bloquer toute possibilité de réactivité quant aux décisions, aux macro-décisions institutionnelles et aux revendications venant des populations qui sont enferrées dans cette logique institutionnelle. Pire, alors, c'est pas pour se payer de mots, c'est pas pour exagérer dans le but de faire polémique. Je ne dis pas que l'Union européenne est un régime violent, même si économiquement et socialement elle est violente. Mais je veux dire, il n'y a pas des milices européennes qui se baladent dans les rues pour assassiner des opposants, qui rentrent dans les maisons pour flinguer tout ce qui dépasse, qui fait des meurtres de masse pour etc. C'est pas ça que je veux dire. Effectivement, de ce point de vue-là, certaines dictatures, parce que le mode de dictature finalement son usage est un peu flou, et là c'est pas le sujet. Et certains régimes autoritaires sont infiniment plus violents que l'Union européenne. Par contre, tous les régimes dictatoriaux, tous les régimes autoritaires de toute nature sont nationaux. Et de ce fait, sont obligés de tenir compte de l'état de leur opinion publique, quoi qu'ils en aient. Parce qu'ils savent que la survie de long terme de leur régime dépend d'un minimum de soutien populaire, d'adhésion. Quand bien même elle serait minoritaire, il faut qu'elle soit massive. Et s'ils sentent qu'ils commencent à susciter une révolte populaire qui commence à se diffuser dans l'ensemble de leur société, ils savent que le compte à rebours a commencé pour eux, en fait. Ils sont donc obligés de tenir compte de l'état de leur population. Tel n'est pas le cas dans l'Union européenne. Donc, dans l'Union européenne, personne ne vous entend crier. Parce que une structure institutionnelle totalement verrouillée n'a pas d'oreille. Donc, ça c'est mon teasing, on va dire.
Donc maintenant, on peut rentrer dans le gras. Donc, premier point déjà que j'ai déjà vaguement évoqué, tous les européistes et tous les eurocritiques sont critiques sur l'UE. Mais quelle est la logique de critiquer une structure dont l'initiative et la construction en continu a été pensée pour que rien n'arrive en dehors de ce qui a été verrouillé. C'est comme vouloir une chose et son contraire, en fait. L'Union européenne, il faut l'imaginer comme des rails institutionnels. Sur certains sujets, ces sujets ont été mis dans une sorte de tabernacle institutionnel qui, dès lors, devient sacré et intouchable. On ne peut plus y toucher. Le libre-échange, on ne peut plus y toucher. La liberté de mouvement des capitaux, celui qui voudrait y toucher, dans le cadre de l'Union européenne, je lui conseille de se lever tôt le matin. Et même s'ils sont très nombreux, même s'ils sont très majoritaires, leur action ne débouchera sur rien du tout. Parce que ce qui a été mis dans un traité multilatéral, un petit peu moins d'une trentaine de pays, une fois que c'est signé, une fois que l'encre du traité signé commence à sécher, sur ce sujet-là, on ne peut plus rien faire. Et c'est précisément ce pourquoi on signe des traités, en réalité. On signe des traités pour que les engagements qui sont tenus en son sein, en leur sein, ne soient plus impactés par la vie politique et électorale de chacun de ces pays. Si tel n'était pas le cas, c'était pas la peine de signer un traité. Si on signe un traité, c'est pour faire disparaître des aléas électoraux et des aléas politiques de chacun de ces pays, le sujet qu'on a mis à l'intérieur et les engagements qu'on a mis à l'intérieur d'un traité. Je dis pas ça pour nier l'intérêt des traités multilatéraux. Je dis ça pour souligner la spécificité de la logique des traités multilatéraux. Or, l'Union européenne est bâtie sur une succession de traités multilatéraux. Donc, est-ce que tu veux bien qu'on s'apesantisse un peu sur ce que c'est qu'un traité multilatéral? Vas-y. D'accord. Les traités multilatéraux, donc, sont à la fois nécessaires et à la fois extrêmement toxiques. Donc, quand on sort de son chapeau un traité multilatéral, il faut avoir d'excellentes raisons. Et notamment, il faut que ça soit nécessaire, en fait. C'est que ça ne puisse pas ne pas être si on veut régler une question. Si on veut régler, par exemple, le statut de l'espace, je veux dire, au-dessus de... Extra-atmosphérique. Voilà. Eh bien, on est condamné à signer des traités multilatéraux. Si on veut signer un traité de paix, il va bien falloir sortir de son chapeau un traité international. Si on veut régler le statut des eaux territoriales, il va bien falloir il va bien falloir signer un traité multilatéral. Si on veut statuer sur la prolifération nucléaire, à tort ou à raison, ou de manière plus ou moins optimiste ou pas, ou régler la manière dont les missiles balistiques ont le droit de porter tel type etc., etc. Si on veut régler ce genre de problème, on est condamné au traité multilatéral. Je dis bien condamné. Parce que, encore une fois, cela fait disparaître, comme dans le triangle des Bermudes, le sujet dont il va être question de la vie démocratique et politique. Et certains sujets appellent ça en réalité. Je veux dire, les bénéfices dépassent les inconvénients en les faisant disparaître de la vie politique et démocratique
on est gagnant en signant un traité multilatéral qui fait monter en positivité la manière dont on règle internationalement ces problèmes. Donc je ne nie pas la nécessité des traités multilatéraux. Je souligne leur spécificité. Quand on commence à faire rentrer des politiques économiques et sociales dans des traités multilatéraux, l'OMC, l'Union européenne, etc., la Banque mondiale, je veux dire, le cœur nucléaire de la vie politique et démocratique des sociétés modernes, ce sont ce qu'on appelle de manière vague les politiques économiques et sociales. Donc si on les fait rentrer dans des traités multilatéraux, on peut s'asseoir sur nos bulletins de vote. Ça veut dire que nos bulletins de vote ne vont plus servir à rien, mais par définition, par construction. C'est pas un procès d'intention ou de dire ah bah oui mais ces dirigeants en profitent pour non, les dirigeants n'en profitent pour rien du tout. Ces choses-là sont conscientes, c'est-à-dire les décideurs, les diplomates, tout ce que je dis en fait, j'enfonce des portes ouvertes en fait. Hein. C'est-à-dire ce sont des vérités de base. Le fait que quand on signe des traités multilatéraux, ces sujets-là disparaissent de la vie démocratique. C'est évident. Donc personne n'est surpris que si on a retiré les politiques économiques et sociales, si on a engoncé, si on a coincé les politiques économiques et sociales au sein de traités multilatéraux et d'une succession encore pire de traités multilatéraux, dont l'essentiel des éléments contraignants, des éléments juridiquement contraignants, sont là pour verrouiller les politiques économiques et sociales, financières, budgétaires, monétaires, etc. Et on sait que la vie politique et démocratique sera stérilisée. Comme si on avait balancé de l'eau de Javel sur une vie bactériologique. Donc il y aura plus rien, il y aura rien qui poussera dans cet univers. Il est stérile. Il ne peut rien en sortir de politique et démocratique. Et c'est là où je veux dire que le contenant est pire que le contenu. Donc certaines formations politiques appellent à un aggiornamento sur le contenu des politiques européennes. S'ils sont à gauche, ils voudront que ça soit une politique progressiste au niveau social ou écologique. Si ils sont de sensibilité plus à droite, ils vont s'axer sur des problèmes migratoires et sur des problèmes identitaires. Et ils vont se dire, bah, écoutez, il y a une structure institutionnelle où certains pays européens sont obligés de se mettre d'accord. Très bien, profitons-en pour abandonner une partie des politiques néolibérales et de se servir de cet outil qu'ils présentent comme un espace de collaboration. On verra ce qu'il en est, mais pour l'utiliser à d'autres fins. Donc ça, c'est la logique contenant-contenu. Et eux se focalisent sur le contenu. Mais mettons-y un contenu plus désirable, plus souhaitable. La même chose en mieux. Le problème, même si on était d'accord par exemple sur des politiques migratoires plus rationnelles, sur une politique économique et sociale plus désirable, moins néolibérale, plus tout ce qu'on veut, la manière serait la pire des manières d'exécuter ce genre de souhait. Ça serait tout aussi toxique que des politiques néolibérales. Ça serait une manière particulièrement antidémocratique d'imposer des choix à des minorités et des majorités qui n'auraient plus voix au chapitre sur ces sujets-là, ce qui serait une catastrophe démocratique. Tout positif soit le contenu qu'on imagine, et qu'on imagine imposé à une population. Parce que le cadre européen, c'est ça, c'est imposer des contenus
à des populations européennes qui n'auront plus voix au chapitre sur ces sujets-là. C'est ça qu'on souhaite. Et, récemment, Badinter est mort. Bon, donc voilà, on connaît toutes les différentes options quand une personne est morte, etc. Finalement, le titre de gloire de Badinter, c'est d'avoir imposé la suppression de la peine de mort. Imposé. Totalement, oui. C'est-à-dire, au lieu de prendre les citoyens pour des adultes, et par exemple d'organiser un débat d'un an sur la nécessité et les dangers de la peine de mort, et de faire trancher les citoyens en aval d'un débat, et non pas dans un sondage, prendre les citoyens pour des magistrats, c'est-à-dire comme des décisionnaires en dernier ressort, des gens qui arbitrent, et de voir ce qu'il en est après un an de débat, et de les faire décider, de leur donner la responsabilité, en positif et en négatif, d'une décision sur ce sujet-là. Eh bien non. Maître Badinter a décidé que la population était immature sur ce sujet et dangereuse. Et que donc elle avait une soif une soif de mort inextinguible qui appelait une violence collective immature, inconsciente. Bref, c'était des enfants dangereux en fait. La population, c'était des enfants dangereux. Et il ne fallait surtout pas lui donner voix au chapitre sur ces sujets-là. On sait ce qu'il en sortirait, le pire. Et donc il fallait absolument lui imposer la bonne décision, la suppression de la peine de mort. Je ne m'engage pas sur ce sujet. Moi, personnellement, je ne suis pas pro peine de mort. Mais je respecte ceux qui ont des bonnes raisons de vouloir la maintenir. En réalité, sur ce débat-là, je m'en fous, en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était que, sur n'importe quel sujet important, quel sujet politique n'est pas important? Si c'est un sujet politique, c'est qu'il est important. Donc, sur tous les sujets importants, ne jamais donner voix au chapitre à la population. Une population qui a voix au chapitre, en fait, ce sont des citoyens. Donc, ne jamais donner voix au chapitre aux citoyens, verrouiller le débat, et imposer une décision pour le bien de tous, naturellement. Sans que personne puisse avoir sans qu'une majorité puisse arbitrer ce sujet politique. Trop important pour être laissé à la vie démocratique. Voilà. Donc cette logique-là a été portée au carré ou puissance 10 dans l'Union européenne. Tous les sujets importants devaient être retirés de la vie politique et démocratique. Et les gens qui aspirent à ce que ce contenant absolument étanche à tout processus démocratique et politique, politique c'est un amont des processus démocratiques. Politique, donc, c'est la manière d'ouvrir ces institutions au débat et aux arbitrages communs. Le démocratique, c'est quand une majorité arrive à imposer sa voix sur un sujet et que les institutions publiques se mettent à renforcer la puissance sociale de la majorité qui en termes individuels, sont moins puissants que ceux qui ont une puissance sociale, quand bien même ils sont minoritaires. Donc ce sont ces deux mâchoires qui produisent un effet démocratique. Mais ces effets démocratiques, ces deux mâchoires ne peuvent s'actionner que dans un univers politique où on a ouvert la possibilité qu'une institution publique puisse s'emparer de tel ou tel sujet et puisse l'arbitrer de manière libre, sans être préemptée par des logiques extérieures ou intérieures qui ont déjà verrouillé le sujet. C'est tout l'intérêt de la souveraineté. La souveraineté est un espace de liberté institutionnelle. C'est même pour ça qu'elle a été conçue, en fait, dès le départ. Les premiers à avoir pensé la loi comme un espace de création, en fait, c'est la papauté, à la fin du Moyen-Âge. La souveraineté de la loi,
c'est la papauté qui l'a réinventé. Et c'est pour s'emparer de ce pouvoir où la loi devenait créatrice, parce qu'avant la conception de la loi, avant le 14e, 15e et le 16e siècle, la conception de la loi, c'était un ordre était déjà pré-inscrit à l'avance et il fallait l'implémenter dans la vie particulière. Et les nécessités légales étaient en amont, nous préexistaient en fait. C'était un ordre qui nous préexistait et qu'on doit appliquer en fait. Dire la loi, c'est dire des contraintes préexistantes. Eh bien, la papauté, à la fin du Moyen-Âge, considère la loi comme une création. En fait, le pape, qui est le successeur de Pierre, est en capacité, est le seul à être en capacité de casser la loi existante et d'en créer une nouvelle. Ça, c'est une nouvelle conception de la loi. On n'applique pas un ordre préexistant, mais on crée un ordre institutionnel. Et d'ailleurs, si le juriste de la fin du 19e, du 20e, quand il s'appelle déjà un grand juriste de droit public... Kelsen? Non, un Français. Duguy? Duguy, considérait l'Église comme l'institution des institutions. C'est pour cette raison, en fait. C'est-à-dire que l'Église de la papauté, de la nouvelle papauté, de la papauté de la fin du Moyen-Âge, assume le côté artificiel et des fois carrément ex nihilo d'une institution. Une institution institue, c'est-à-dire crée une contrainte collective de son chapeau, en fait, qui ne préexistait pas. C'est cette conception-là que la souveraineté va capter pour l'inscrire dans un espace territorial, pour créer un espace de liberté institutionnelle. Princeps legibus solutus. Voilà. Voilà. Alors, certes, c'est vrai que c'est ce qu'on reprochait d'ailleurs à l'empereur romain de la, on va dire, de la deuxième partie de l'Empire romain, en fait. Ce qu'on lui reprochait, les juristes romains, très attachés à l'ordre légal, un petit peu comme des Allemands, si on veut. C'est-à-dire un ordre légal, c'est fait pour que personne ne puisse y toucher. On ne sort pas de notre sujet, l'Union européenne. Hein. Oui, c'est le rôle des politisants, c'est la vision des politisants du droit. D'un ordre normatif. D'un ordre normatif. Donc, et on reprochait à l'empereur de toucher à la pérennité de cet ordre. Parce que justement, il commençait à se mêler de vouloir casser la loi. Et d'en créer une nouvelle. Et les juristes romains, alors ils savaient bien qu'il fallait qu'ils ferment un petit peu leur clapet face à l'empereur. Parce qu'on pouvait leur faire fermer aussi. Voilà, donc ils fumaient des oreilles, mais ils essayaient de ne pas dépasser certaines bornes, mais ça leur plaisait pas du tout. Mais ça n'a jamais été théorisé. C'est la papauté qui commence à le théoriser, presque un millénaire après. Donc, enfin non, pas un millénaire après, mais quelques siècles après. Et c'est cet espace de liberté institutionnelle que la souveraineté a inscrit dans un territoire. Et donc, qu'elle a donné, en quelque sorte, à une population, même si c'était de manière virtuelle. Puisque ça passait par un monarque, mais qui, en réalité, comme il était territorialisé, et c'est la même chose que ce que je veux dire qu'un régime autoritaire ou qu'une dictature est obligé de dépendre de sa population parce qu'elle est coincée dans un territoire. Elle est obligée de faire avec ses ennemis comme avec ses amis. Dans l'espace clos représenté par des institutions publiques territorialisées. Donc c'est cette logique-là que l'Union européenne a décidé de faire sauter en son entier, quoi.
elle a mis des barreaux de dynamite sous la liberté des institutions publiques et sous le cœur nucléaire de la souveraineté. Et puis elle s'est éloignée, elle a appuyé sur les manettes et puis la souveraineté a explosé en 1000 morceaux. Il ne restait plus aucun espace de liberté institutionnelle sur les sujets qu'elle venait de délimiter. C'est ça la logique de l'Union européenne. Vouloir y mettre un contenu positif est criminel dans un sens imagé en ce qui concerne la vie politique et démocratique. Si on veut vouloir faire le bien des gens en dehors de leur volonté, on sait quel genre d'autoroute et quel genre de destination ce genre de voies sont pavées. Donc, je dis, ma phrase est complètement à refaire même. Je me suis perdu dans mon image, mais par contre, j'imagine qu'on comprend ce que j'ai voulu dire par là. C'est-à-dire que on ne fait pas le bien des gens contre leur volonté ou en dehors de leur volonté. Non, c'est très clair. Si tu veux, t'as une partie non négligeable des régimes autoritaires du XXe siècle qui partaient de ce présupposé-là. Nous ferons votre bien contre vous si c'est nécessaire. C'est le despotisme éclairé. Totalement. Et qu'on veut renouveler à l'échelle mondiale, les COP21, les ceci, les cela, le club de Davos, etc. C'est ce qu'a compris Kin Slobodian, dans Les Globalistes. J'aime beaucoup ce livre, que je recommande à tout le monde, parce que pour une fois... C'est un livre remarquable d'un auteur qui ne l'est pas, moi. Oui. Ouais. C'est très juste. Et l'énorme avantage de ce bouquin, c'est qu'il met le doigt sur ce qu'on appelle le néolibéralisme ou la mondialisation. Son objet n'est pas économique. Il apparaît économique comme ça, je veux dire, quand on a la tête dans le guidon. Mais son objet n'est pas politique, il est anti-politique. Et il est surtout antidémocratique. Et c'est le cœur nucléaire des logiques des décennies qu'on vient de se taper. À partir des années 60 et 70, et ça explose dans les années 80, 90, 2000, il s'agit de sortir de notre état politique. L'état avec un petit E. Et pour ça, de détruire l'état avec un grand E, puisque c'est notre espace de liberté institutionnelle. C'est notre manière d'être mature collectivement. La dernière fois, j'avais oublié le deuxième aspect c'est toi qui avais sorti le fait d'être adulte ou pas. Eh bien, j'avais oublié le deuxième aspect de l'intérêt qu'il y a à réfléchir en termes de mineur, majeur, tutorat ou sans tutorat, au niveau collectif, de la manière d'organiser ces institutions. Le deuxième aspect, c'est celui-là. C'est-à-dire que si on considère que l'humanité, le fait d'être humain, l'image sociale particulier qu'est l'être humain, est sorti de l'instinct par le langage. C'est le langage qui lui permet de vivre dans un espace symbolique. Et donc, de pouvoir inventer une manière sociale de se comporter, des manières communes, qui ne sortent pas de l'instinct de l'espèce, ou de la contrainte environnementale, ou de la conjonction des deux. Il en sort par le langage. Je fais une petite parenthèse, mais elle sera pas longue. Elle est importante en fait. Donc, si on considère que l'être humain est sorti de l'instinct par le langage, toutes les sociétés traditionnelles, ce qu'on appelait avant, parce que on n'avait pas le sens du politiquement correct, les sociétés primitives ou ce genre de choses, donc toutes les sociétés préhistoriques, toutes les sociétés, voilà, mais même toutes les sociétés après la naissance de l'agriculture, la naissance des villes, de l'écriture, etc. Ça reste toujours la même base. On est sorti de l'instinct par le langage, et du coup, les manières sociales de se comporter sont arbitraires dans le sens, ce n'est pas une nécessité qui nous pousse une nécessité naturelle qui nous pousse à nous conduire de cette manière-là, mais des nécessités symboliques.
Simplement, pour que ça fonctionne correctement, il faut pas qu'on ait conscience que ça soit artificiel et arbitraire en réalité. Il faut qu'on ait conscience d'une certaine nécessité. On va naturaliser ces nécessités, ou on va les porter dans un domaine métaphysique qui fait qu'elles soient préservées de toute volonté consciente, collective. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Dans cet espace-là, la stabilité des sociétés fonctionne bien dans ce cadre-là. Mais ça veut dire qu'on n'a pas conscience de notre liberté collective. On a un espace de liberté, mais il est très restreint. Dans ce cadre-là, qui nous impose un espace de signification et de contraintes sociales, eh bien, on a quand même des choix à faire, en fait. Hein. Il faut, on doit gérer la logique interne d'un ordre symbolique quelconque, donc d'une société humaine quelconque. Bon, donc la politique, c'est le fait d'ouvrir à un niveau conscient le côté arbitraire de nos manières de faire sociales. C'est donc une manière de devenir adulte collectivement. Sur l'espace qu'on a ouvert à la politique, ça ne veut pas dire que toute une société doit être politique. C'est ce qu'on appellerait presque une société totalitaire au XXe siècle. Si la politique s'empare de tous les domaines sociaux, ça va pas le faire en fait. Tout ne doit pas être soumis au débat et à l'arbitrage collectif, sinon une société implose en fait. Mais si il lui prend l'envie de s'emparer pour telle et telle raison, contextuelle ou de fond, de tel ou tel domaine qui fait partie de cette société, pour l'ouvrir à la politique, eh bien, aucune nécessité globale n'est en autorité pour lui dire non, tu n'as pas le droit. Si elle a décidé, elle le fait. Donc c'est la manière de se comporter un adulte collectivement, la politique. C'est un petit peu l'humanité au carré en fait. Si l'humanité c'est sortir de l'instinct par le langage, mais de manière inconsciente, la politique c'est l'humanité au carré. C'est-à-dire que cette caractéristique humaine devient consciente et assumée. C'est donc la manière d'être adulte collectivement, la politique. Et c'est vrai que ça fait baisser les épaules, c'est-à-dire que c'est un poids en fait, c'est une responsabilité qui nous incombe. C'est donc un petit peu anxiogène, on met de l'instabilité là où il pourrait y avoir de la stabilité, et on met de la responsabilité là où il pourrait y avoir ça ne nous concerne pas, c'est un ordre qui nous préexiste et dont nous n'avons pas la main sur ces choses-là. En réalité, ça nous écrase un peu d'un poids. Je comprends la grande fatigue de la politique de certaines populations occidentales. Parce qu'en réalité, ça nous alourdit les épaules, en fait. Et il y a une certaine... Vivre, c'est fatigant. C'est fatigant. Ça. Tout à fait. Mourir, c'est reposant. Mourir peut être beaucoup plus reposant. La mort est reposante. On n'a plus à décider, on n'a plus, etc. Mais retourner à un état fœtal aussi, c'est reposant. Oui. C'est comme un stade régressif des sociétés occidentales, c'est-à-dire on n'a plus à se prendre en main, on n'a plus à arbitrer, à orienter notre destin, à être responsable de notre destin collectif. Ça décide pour nous. Ou une autorité bienveillante, ou même malveillante, est là pour décider pour nous. Et donc, nous n'avons plus la responsabilité ça ne nous incombe plus, nous n'avons plus la responsabilité de ce qui nous arrive. C'est reposant. Donc, être adulte, c'est assumer les responsabilités qui nous incombent. Et notamment, l'orientation de notre vie et les actes décisifs qui vont faire qu'on va faire ceci et pas cela. Et au niveau collectif, c'est être souverain. Et c'est assumer la politique. L'Union européenne, c'est donc une trouvaille institutionnelle radicale
pour supprimer cette responsabilité, ces possibilités et cette liberté. Donc ceux qui défendent le contenant comme leur Graal en fait, et qui déplorent certaines conséquences du contenu, ou même le contenu en son entier, pour les européistes les plus critiques, mais y compris les eurocritiques, qui passent leur temps, moi aussi, hein, enfin je veux dire, je m'inclus, qui passent leur temps à déplorer le contenu néolibéral ou que sais-je de l'Union européenne, perdent de vue ce qui est le plus toxique dans l'Union européenne, à savoir sa construction institutionnelle. Et là, j'ai sans doute pas été assez précis. Donc non seulement c'est une succession de traités multilatéraux, mais et donc totalement étanche par construction. Il ne peut pas y avoir de déficit là où il ne peut pas y avoir ce qu'on déplore, ce dont on déplore le déficit. C'est ridicule. C'est pas le bon concept, déficit démocratique. Non, c'est une tarte à la crème qui a été créée par des juristes européistes d'ailleurs, pour dire, tu sais, c'est cette vieille caricature de Plantu où le chat d'Iran prend un cadavre et dit peuple, je veux dialoguer avec toi. Tu vois, Voilà. C'est fait pour qu'il n'y ait pas de peuple dedans. Point. Tu vois, voilà. Donc la seule chose, c'est que comme les locteux se plaignent, on a inventé déficit démocratique. On aurait pu inventer, voilà enfin aujourd'hui on invente tout et n'importe quoi. Mais on a inventé pas mal de trucs. On a inventé pas mal de trucs. De leur inventer l'OPNI, objet politique non identifié. Oui, voilà. Or, c'est l'empire non impérial de Barroso, tu vois, c'est trucs-là. Et c'est bien trouvé. Oui, c'est le nouvel empire austro-hongrois qu'a repéré Queen Slobodian également. Voilà. Parce que l'empire austro-hongrois, eh bien, la tentation habsbourgeoise de l'eurocratie, elle est très nette. Elle est très nette. Et chaque pays gère son identité. Il s'habille avec ses habits traditionnels. Et il a son plat national. Il a tous ses colifichets identitaires. Mais pour les choses sérieuses, c'est un pouvoir non responsable devant ses populations et entièrement décisionnaire, qui préempte tous les sujets sérieux, la géopolitique, les rapports de production, etc. L'économie. Et là, c'est l'Empire qui décide. Sauf que le tout petit reproche que je ferais à Slobodian, c'est que même dans l'espace de l'Empire austro-hongrois, il y a un pouvoir qui décide. Dans l'Union européenne, personne ne vous entend crier parce que c'est pas un pouvoir qui décide, c'est des traités qui ont déjà prédécidé. Les institutions européennes, c'est là où je voulais préciser en fait. Donc il y a cette succession de traités multilatéraux jusqu'au traité de Lisbonne, adopté dans les conditions qu'on connaît en France. C'est-à-dire dans les conditions d'un double coup d'État. Mais c'est pas le sujet. Ce double d'institutions ad hoc créé tout exprès pour appliquer le contenu des traités. La BCE, le soi-disant Parlement européen, soi-disant Parlement, soi-disant européen, la Commission européenne, le Conseil européen, la Cour de justice de l'Union européenne, etc., sont des institutions, sont pas des institutions de pouvoir. Ce sont ça ressemble, c'est du Canada Dry si on veut. Ça ressemble à des institutions de pouvoir, ça a le goût des institutions de pouvoir. Il n'y a pas d'alcool dedans. Ce n'est pas un véritable pouvoir décisionnaire. Ce sont des pouvoirs d'application. Ces pouvoirs-là n'ont pas le pouvoir de changer les traités. Quand ils le font, c'est en loose day parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand en 2008, Draghi est dépêché pour que les pouvoirs européens se sortent de la nasse de la crise financière créée en grande partie à cause d'eux et par les États-Unis, je veux dire à cause de la structure institutionnelle de l'Union européenne et du poids des États-Unis dans cet univers décloisonné, financier décloisonné,
Draghi invente le quantitative easing pour la BCE, ce qui est incompatible avec les traités, ce que les Allemands lui disent vertement, puisque les Allemands aiment un ordre intouchable et non pas une autorité sans borne. Non pas une autorité personnelle sans borne, on verra ça certainement bientôt, mais un ordre intouchable. C'est très net dans la conception de l'ordre de libéralisme allemand, mais ça on verra. Voilà, ça, voilà. Et qui est au cœur de la construction européenne. Donc un ordre intouchable. Mais donc ça leur plaît pas, parce que il y a beaucoup de forces politiques qui tirent parti de la violation des traités européens en 2008, 2009, 2010, 2011, et jusqu'à maintenant, mais je veux dire, c'est là où ils ont créé leur torsion par rapport aux contraintes des traités. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que du coup, ils nous disent, puisqu'on s'est assis sur les traités sur un sujet central, on peut s'asseoir sur les traités sur tous les sujets. Mais s'ils le pensent, ils sont naïfs, et s'ils le pensent pas, c'est du double langage. Pourquoi c'est être naïf que de penser ça? Parce que la seule raison de ce pourquoi on a autorisé Draghi, qui n'était même pas allemand, mais personne n'est parfait, je parle aux yeux des Allemands, pour tordre une contrainte centrale des traités européens, c'est pour sauvegarder l'ensemble. C'est pour préserver l'ensemble de la logique contraignante européenne, qui est le cœur nucléaire de ce qui intéresse les classes dominantes européennes dans toute cette histoire. Le fait que l'essentiel de ce qui constitue l'institutionnalisation de leur pouvoir décuplé est coincé dans un tabernacle sacré au sein des traités multilatéraux européens. Et c'est pour ça on se rend pas compte qu'en fait, en réalité, ça transpire dans ton discours, dont je te remercie parce qu'il est extraordinairement bien construit. Merci. C'est que objectivement, tu as affaire à une classe sacerdotale d'une théocratie. C'est-à-dire que c'est eux, les représentants de l'ordre intouchable de Dieu, sauf quand tu touches au denier du clergé. À ce moment-là, on peut se permettre d'innover, mais l'innovation se fera à tes dépens. Bien sûr. Ils réinterprètent le contenu du tabernacle à leur profit, quand il s'agit de sauver les meubles. C'est bien naturel, c'est de bonne guerre. C'est comme ça qu'on procède. Mais en tirer argument pour dire, regardez, c'est un espace de liberté institutionnelle, sur la grande trouvaille du XXe siècle, sur le verrouillage institutionnel, c'est de prendre des vessies pour des lanternes. C'est avoir des lunettes en peau de saucisson. C'est une lecture, oui, totalement inverse, parce que la seule marge du système, c'est pour le sauvegarder. C'est sa marge de sauvegarde, au détriment, parce qu'il faut être honnête, ce qui a été fait en 2008, c'est à partir de 2008, c'est fait au détriment des populations, et c'est fait au détriment des nations. Je prends nation dans le sens contient positiviste du terme, c'est-à-dire les morts, les vivants, les anaîtres, parce que ça va être fait au détriment des vivants, au détriment des anaîtres. Oui. Parce que et leur volonté, et même contre la volonté du Allemand. Volonté. Tu vois, si tu veux, c'est comment dire, tu vois, c'est une phrase qui est de Florian Philippot et qui est assez juste, parce qu'il l'a souvent dit, il a dit, quand bien même vous arriveriez à faire quelque chose de positif, et on en est très loin, quand bien même ce serait une réussite, je n'en voudrais pas. Mais c'est pour cette raison. C'est pour cette raison qu'il faut pas en vouloir. Parce qu'encore une fois, si le contenu était enthousiasmant, pas trop comment moins d'une trentaine de pays pourraient pondre un contenu enthousiasmant pour tout le monde, mais admettons, la forme donc de cet assemblage de traités multilatéraux et d'institutions ad hoc créées pour les appliquer, donc c'est pour ça que c'est pas un vrai pouvoir, c'est un espace gestionnaire, les institutions européennes. Bien sûr, ça gère un cadre préétabli, rigide, non modifiable. Pour parler comme quelqu'un que je vais essayer de traduire, qui est un auteur américain investant, Lester Roberts, c'est un principe de discipline. Absolument. Encore une fois, c'est pour ça que ça a plu aux Allemands. C'est-à-dire que c'était un ordre institutionnel, c'était un double verrouillage.
pour les Allemands. C'est un autre sujet. Bon, micro-parenthèse. Un double verrouillage. Un verrouillage institutionnel pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer, et parce que les forces actives dans cet espace institutionnel verrouillé étaient les marchés financiers. Et les marchés financiers, c'est une meute aveugle, sans chef. Et donc, un ordre non gérable. Un ordre non contrôlable humainement. Enfin, par une volonté humaine qui surplomberait... un chaos, un chaos qui produit un ordre, mais un ordre stochastique, qui n'est pas contrôlable par la volonté humaine. Et donc, là, c'est encore une double mâchoire, en fait. Mais cette fois-ci, faite de telle manière qu'elle soit anti-politique et antidémocratique. Donc, c'est l'inverse d'une mâchoire démocratique. C'est une mâchoire autoritaire. Autoritaire, c'est pas le pouvoir arbitraire d'une personne. En tout cas, une certaine conception de l'autorité, c'est pas le pouvoir arbitraire d'une personne, c'est le pouvoir intouchable d'un ordre. Et là, ce que tu décris, c'est une tyrannie des choses. Au fond, Voilà, c'est. Tu parlais de Comte. C'est le vieux fantasme de gouverner les hommes comme des choses, en fait. Et que donc les choses se fassent quoi qu'il arrive, quoi qu'on veuille. Et c'est ça qui rassure les Allemands. Structure institutionnelle verrouillée, marché financier qui impose leur ordre. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Normalement, rien. Ce qui peut arriver, c'est un accident conjoncturel qui pousse à tordre tel ou tel aspect, par nécessité. Nécessité fait loi. Voilà, on peut faire du quantitative easing si c'est la seule manière de préserver la contrainte institutionnelle. Je me permets de faire une micro-parenthèse dans ce que tu dis, pour donner un exemple à ceux, au cas où il y aurait un mal comprenant derrière l'oreille. Je vais prendre, et je l'endosse, tu vas me dire si tu es d'accord, le cas migratoire. Dans l'ADN de l'Union européenne, tu as les 4 dites libertés qui sont profondément des anti-libertés, parce que ce sont les bases de l'ordre dont tu parles. De l'ordre intouchable, c'est les nouvelles tables de la loi. Parce que profondément, c'est les tables de la loi. Oui, tout à fait. C'est liberté de mouvement. Liberté des capitaux, oui. Liberté des capitaux, donc je rappelle financiarisation, liberté des choses, libre-échange, droit d'établissement, donc travail détaché, et liberté des personnes, donc immigration. Parce que vous le vouliez ou pas, la libre circulation des personnes, ça donne un phénomène qu'on appelle l'immigration. Donc, on va prendre le cas de l'immigration, parce que ça va pour certaines oreilles pour qui c'est urticant. Et c'est compréhensible que ça le soit. L'immigration va dans le sens du renforcement de la machine. Donc, jamais, au grand jamais, ils ne feront une encoche à ça. C'est ce que vous devez bien comprendre, c'est que, tu l'as bien dit, nécessité fait loi à une condition. Et c'est parce que certains vont dire, oui, mais nous avons qu'à leur imposer nos nécessités. Comprenez que vos nécessités n'ont pas voix au chapitre. Tout ce que tu as dit, parce que pour l'Union européenne, il n'y a pas de nécessité vis-à-vis du fait migratoire, par exemple, sauf peut-être de les faire venir. Mais en tout cas, ce n'est pas vu, même dans le cadre nécessité fait loi, vous n'existez pas, parce que c'est pas vos nécessités qui comptent. C'est les leurs. Mais bien sûr. En fait, c'est la même. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il fallait le souligner. C'est-à-dire que bien sûr. Vous ne pourrez pas invoquer l'état d'exception face à ces gens parce que c'est eux qui le disent. Point. Et bien sûr, et que ce n'est pas dans la logique. Alors, en fait, donc, puisqu'ils ne font un écart que lorsque ça peut préserver la logique de l'ensemble et la capacité de contrainte de l'ensemble. Ce sont les deux choses qu'ils veulent préserver et qui peut les pousser exceptionnellement à insérer un peu de souplesse dans la rigidité. Ces 4 libertés, alors 4 libertés, c'est pour faire un bras d'honneur à Roosevelt. Alors Roosevelt, c'est pas mon héros, mais je veux dire, quand il a établi les 4 libertés en 43 ou en 44,
c'était pour tirer des leçons relativement saines des troubles de l'entre-deux-guerres. Dedans, il y avait des nécessités démocratiques. Donc j'en parle un peu dans le livre. Mais les quatre libertés de l'Union européenne, on peut dire que c'est le symétrique inverse. Oui, c'est la revanche par la fenêtre d'un ordolibéralisme des années 20-30 qui a été défait. De Nord, on parle très bien de ça, d'un côté. Ah, mais Denord, c'est une lecture indispensable pour d'abord pour comprendre comment ça s'est passé en France, parce que on comprend avec Denord que le ver était dans le fruit dès le départ, en fait, dès la libération. Même si la logique d'ensemble de post 45 en France, c'est une logique profondément politique et démocratique. L'ADN de la haute fonction publique et des classes dominantes françaises, c'est de faire le dos rond, le temps de reconstruire des conditions de possibilité de ce qu'essayer d'éviter le moment d'après-guerre, voilà, en politisant et en démocratisant des espaces institutionnels vitaux de la vie nationale. Il s'agissait de le penser et de le construire comme un moment pénible, mais nécessaire pour pouvoir le déconstruire efficacement dans un second temps. Et Denord nous le fait comprendre. Bon, c'est une parenthèse sur l'intérêt de lire Néolibéralisme à la française de François Denord, de tout ce qu'il a écrit en général. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une logique. Donc, il y a une logique interne et il y a l'attrait irrésistible de la contrainte sans n'avoir à tenir compte en aucune sorte des desiderata de la population et de ses nécessités, de ses besoins, de ses volontés collectives. Ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle de l'Union européenne. Hein. Donc ça, c'est très attractif, évidemment. D'abord, pour n'importe quelle classe dominante, évidemment, c'est quelque chose de fascinant. Mais il y a également l'esprit général de ce qui a été préservé dans le tabernacle. Et l'esprit général, le Saint-Esprit de cet univers préservé, c'est l'esprit du marché, en fait. Pourquoi le marché est fascinant depuis 3 ou 4 siècles en Occident? Parce que c'est une société civile en autogestion. C'est-à-dire que c'est un ordre social qui s'autorègle. Hayek est tout à fait prêt à convenir que c'est pas forcément le plus efficace ou le plus efficient, le plus optimal. Il ne croit pas à ce qu'essaye d'établir la théorie de l'équilibre général, Hayek. Et pourtant, il défend le marché. Et pourquoi? Parce que c'est un ordre libre. Et qu'est-ce que c'est qu'un ordre libre dans la tête de ces gens-là? Un ordre libre, c'est un ordre dégagé des volontés humaines. C'est particulier comme tournure d'esprit. Un ordre libre, c'est un ordre où personne n'est en capacité de décider pour tout le monde, y compris la majorité. Tu vois, si tu veux, le fait politique pour les Grecs, oui, c'est ce qui résiste à au caprice, parce que oui, c'est là où il y a un vrai bond intellectuel. C'est qu'avant, on a fait toutes les pensées dites républicaines. Prenez pas ça dans le sens français. C'est le pouvoir est chose commune. Quand le pouvoir est chose commune, ça s'oppose non pas à la volonté d'un seul, mais au caprice d'un seul. Voilà. Parce que pour les Grecs, le pire, c'est de vivre dans les desiderata du tyran. Et d'ailleurs, le tyran, pour les Grecs, est un enfant. Un sale gosse. En fait, profondément, c'est la figure du sale gosse. C'est l'enfant gâté. Et, si tu veux, dans le fond de notre pensée politique, la volonté s'oppose au caprice. Absolument. Or, l'une des grandes
Et ce qui le différencie d'ailleurs du libéralisme classique. Que d'ailleurs le néolibéralisme a assassiné de ses mains, très largement. Oui, oui. Ce qui fait d'eux des révolutionnaires, parce qu'ils le sont profondément à leurs yeux, et je pense légitimement, c'est de dire non, vous n'avez pas compris. Quand justement on reste dans le gouvernement des hommes, la volonté et le caprice c'est la même chose. Oui. Or, ce que vous appelez légitimité, c'est ce qui couvre le caprice des inaptes. C'est la licence. C'est la licence. La licence donnée aux inaptes. C'est la licence donnée aux inaptes. Alors que quand les choses régneront, d'un certain côté, quand les choses régneront... Quand la logique des choses régnera. Voilà, quand la logique des choses régnera... Exit le caprice. Exit le caprice. Et la volonté humaine imposée aux autres. C'est un rêve libertaire. Stirner. Voilà. Donc, le marché, c'est pour ça qu'il fascine, en fait. Si le marché fascine, c'est parce que sa force motrice au niveau symbolique, c'est l'individualisme. En réalité, le marché est le dieu collectif de l'individualisme. Et c'est la main invisible, même si c'est pas l'esprit de Smith, etc. Bon, peu importe en réalité. Si ça fonctionne au niveau symbolique, c'est parce que c'est un ordre qui ne dépend pas de la volonté. Et c'est ça qui est fascinant. Donc, y a le contenu du contenant. Le contenant, donc, c'est ce qu'il y a de plus toxique. Mais si le contenu est aussi toxique que le contenant, c'est parce que son objet de fascination, c'est le marché en tant qu'ordre social anti-politique. Oui. Et donc anti-démocratique. Mais encore plus anti-politique qu'anti-démocratique. Démocratique, c'est ce qui arrive quand on laisse la politique jouer de sa propre logique. C'est ce qu'explique Carl Schmitt lucidement au début des années 20. J'appelle les auditeurs qui seraient intéressés un petit peu plus à creuser historiquement la logique néolibérale au niveau théorique et historique, à aller sur le site du Petit Nationiste et de voir la série de textes sur l'état d'exception. Il y en a 4 de mémoire, et qui expliquent que tous les néolibéraux sont des lecteurs de Carl Schmitt. Et des lecteurs de Carl Schmitt très attentifs, qui rejettent les solutions schmittiennes et qui en retiennent l'analyse. Et la manière dont ils traduisent la percée la percée théorique de Carl Schmitt, c'est de faire des institutions néolibérales, type Union européenne. Et pour éviter une dictature, à l'analyse des problèmes de Carl Schmitt. Et l'analyse des problèmes de Carl Schmitt, vous ne pourrez pas, à partir du moment où il y a des partis politiques de masse qui se créent dans vos nations, vous ne pourrez plus avoir un espace représentatif et parlementaire, donc oligarchique, et la liberté économique, ce qu'ils appellent la liberté économique, c'est-à-dire un ordre social non volontaire, sur les choses productives et voilà, enfin sur les activités productives et d'échange et monétaires, etc. Si vous voulez maintenir la liberté économique, vous devrez renoncer aux aspects libéraux politiques, à savoir représentativité, parlement, etc. Si vous voulez maintenir parlement et liberté politique, etc., dans ce cas-là, assumez de renoncer à la liberté économique. Mais vous ne pourrez pas avoir les deux. Et je suis désolé, mais là-dessus, Carl Schmitt a raison, en fait. Et alors lui, évidemment, il avait son agenda. C'était pour imposer le renversement du parlementarisme. Hein. Et il est contradictoire sur ce niveau-là. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Et j'appelle donc les lecteurs, s'ils veulent aller plus loin là-dessus, à regarder sur le site du Petit Nationiste ce que j'ai écrit là-dessus. Mais
Toujours est-il que donc ce qui fascine les néolibéraux, à l'origine de la logique conceptuelle de l'Union européenne, c'est de créer un ordre économique et social absolument étanche aux volontés politiques et aux volontés démocratiques. C'est ce qu'a bien compris Slobodian, encore une fois. Donc l'objet est politique, ou anti-politique en réalité, et antidémocratique. Il n'est pas du tout économique. D'ailleurs, Hayek arrête de faire de l'économie à partir de la fin des années 30, en fait. Ou arrête quasiment. Il devient juriste et philosophe politique. Parce qu'en réalité, son objet, c'est de concevoir un ordre institutionnel verrouillé. Et donc, mais le contenu est forcément en cohérence avec ça. Nous allons devoir préserver les forces anonymes et non volontaires de la société civile pour gouverner les hommes sans qu'il y ait de volonté collective qui puisse interférer. Et donc, la liberté de mouvement des capitaux, c'est une garantie que les marchés financiers imposent leurs desiderata. Mais les marchés financiers, c'est pas un petit bonhomme, ou c'est pas un club, c'est pas le club de Davos, les marchés financiers. C'est une force anonyme. Personne ne peut décider au sein des marchés financiers ce qu'ils vont faire ou pas faire. Comment dire, tu as les plus gros poissons qui impriment les tendances lourdes, mais personne ne prend de décision. Non, voilà, pas de manière volontaire. Oui, tout à fait. C'est des forces de réaction. Voilà. C'est un mouvement brownien, les marchés financiers. Personne n'est en capacité de contrôler un schmilblick pareil. Et c'est tout l'intérêt de la chose, encore une fois. Donc, autant au niveau symbolique que pratique, là, cette fois-ci. Ça impose une logique financière. Et ça arrange les détenteurs des patrimoines financiers. Donc, si tu veux, c'est un miracle. Donc, libérer les forces financières, certes, c'est un suicide occidental. Parce que ça implique parce que couplé avec le libre-échange, c'est la voie, la voie mécanique de la désindustrialisation de l'Occident. Et donc, de l'effondrement de sa force sociale. Et donc, les classes dominantes n'ont pas réfléchi qu'il était intéressant de dominer des sociétés puissantes et un peu moins intéressant de dominer des sociétés dominées. Donc, ne voyant pas plus loin que le bout de leur nez, elles ont instruit un ordre qui entraînait mécaniquement l'écroulement de la puissance des sociétés qu'elles avaient dominées plus que jamais. Donc, tout pris par l'ivresse de leur domination des sociétés qu'elles ont enfin réussi à cadenasser sans violence apparente et donc de manière beaucoup plus stable et pérenne que les anciens systèmes de contrainte, tout à son ivresse de sa victoire, elle ne s'est pas aperçue qu'elle venait de scier la branche sur laquelle elle était assise. Et elle va s'écrouler avec sa victoire. C'est une victoire à la Pyrrhus. Mais comme ils n'en ont pas conscience, ils savent que leur nouvelle force sociale décuplée tient à la configuration de ce contenu, liberté de mouvement des capitaux, liberté de mouvement donc division du travail à l'échelle mondiale de manière mécanique, encore une fois. C'est ça qui les fascine, ça se fait tout seul en fait. Personne n'a besoin de décider. Donc c'est fascinant. Il n'y a pas besoin de vouloir, il y a besoin de maintenir intoucher cette logique institutionnelle. Vous déverrouillez les contraintes commerciales, vous déverrouillez les contraintes financières, ça va se faire tout seul. C'est magique. Donc la liberté de mouvement des capitaux, la liberté de mouvement des marchandises, la liberté de mouvement des hommes, mais bien sûr, si vous voulez que ça produise les effets escomptés, à savoir augmenter les profits de ceux qui détiennent de très larges patrimoines financiers, en ayant financiarisé l'économie et financiarisé les budgets publics, c'est pas le sujet là d'expliquer ce que ça signifie. Il faut que ça puisse instruire également une pression sur les salaires. C'est la nécessité de l'immigration qui réside dans cette équation.
Parce que s'il s'agit de mettre en concurrence les sociétés entre elles, sur le moins coûtant, bien sûr, et le moins contraignant, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes fiscales, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes sécuritaires, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes environnementales, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes salariales, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes syndicales, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes collectives. Alors, l'espace dans le monde où il y aura le moins de contraintes va être privilégié par les forces mécaniques. Ça va se faire tout seul. C'est là où elles vont aller, c'est là où elles vont se diriger. Question de fluidité. Question de fluidité, voilà. Mais les hommes eux-mêmes doivent être mis sous pression. Donc, pour qu'ils puissent être mis sous pression, il faut que les espaces ne soient pas étanches. Il faut qu'ils soient étanches au niveau légal et social, parce que c'est ce qui les met en concurrence. Mais il faut qu'il y ait de la communication des marchandises, des capitaux et des hommes pour mettre les uns et les autres sous pression. Si vous voulez faire baisser les salaires, il faut que l'ordre soit stable, les facteurs doivent être mobiles. Ben oui, il faut qu'il y ait du chômage de masse, à la fois, d'une part, et des arrivées de gens qui sont capables de travailler dans des conditions moindres au niveau contraintes, si possible au noir, c'est-à-dire sans aucune garantie institutionnelle et légale et salariale, qui va mettre sous pression ceux qui ne sont pas encore au chômage de masse. Donc c'est magique, ça aussi. Ça se fait tout seul. Pour ça, il faut laisser rentrer tout le monde. Donc, le système est d'une parfaite logique avec lui. Voilà, c'est d'une cohérence quand même à peu près absolue. Donc il n'y a aucune raison de penser que ces gens-là, qui ont quand même une tête sur les épaules, certes, d'accord, ils ont le nez dans leur guidon. Mais pour ce qui concerne les affaires de leur guidon, ils sont compétents. Et ce n'est pas parce qu'ils sont imprévoyants qu'ils sont stupides. Voilà, ils ont oublié d'être cons au niveau de la logique interne de ce qui a fait leur force. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là-dessus, ils ont pigé. Et puis ça fait longtemps qu'ils ont pigé. Je veux dire, ça fait des décennies qu'ils ont pigé. Donc je veux dire, ça c'est le tabernacle. Jamais de la vie ils vont y toucher. Et ils l'ont mis dans un espace intouchable institutionnel. Ils vont pas s'emmerder à le modifier radicalement ou le rendre interchangeable avec un autre contenu. Ils ne négocieront pas. Bah non, ils sont pas frappadingues. Ils ont trouvé une formule miraculeuse. Ils ont trouvé comment on appelle ça là, quand on cherche une formule aux courses, la gagnante, enfin la martingale ou au jeu. Ils ont trouvé la martingale. Ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Enfin, donc ça, c'est le cœur nucléaire, c'est le contenu. Et donc il est évidemment toxique, mais il va dans la même direction que le contenant. On aura remarqué. C'est-à-dire que tout le contenu est étanche à toute volonté politique et démocratique. Tout le contenant fait en sorte qu'il ne puisse y avoir aucune action politique et démocratique. Il y a quand même une redondance là au niveau de l'objectif recherché, de l'horizon symbolique et pratique qui est implémenté dans nos sociétés. Donc ceux qui veulent préserver l'Union européenne, une partie de l'Union européenne, non, il y aurait de opting in, opting out. C'est-à-dire, il y a qu'est-ce qu'on veut garder de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on veut laisser de l'Union européenne, comme si c'était un menu à la carte. C'est plus loin d'un menu à la carte que n'importe quoi qu'on puisse imaginer. Donc ceux qui sont dans cette logique, j'affirme, peut-être avec un petit peu trop de prétention, qui n'ont pas compris de ce dont ils parlaient en fait. Ou alors ils font semblant de pas comprendre. Mais dans les deux cas, c'est aussi préjudiciable, quoi. Hein. Donc soit on est un peu bêta sur cette question-là, quand bien même on serait brillant sur d'autres, soit parce que quand des juristes disent, tu m'as dit c'est des juristes qui avaient dit que l'Union européenne était un espace de préservation de la démocratie. Ah bon? C'est-à-dire, fonctionner par traité, vous êtes juriste. Des traités multilatéraux, donc c'est démocratique. Tu sais comme moi l'arrière-fond idéologique qu'il y a là-dedans. Si tu veux, c'est que les juristes ont trouvé le Graal, digérer l'État par l'État de droit, digérer la société par la soft law, tu le sais comme moi. Là, pour le coup, si tu veux, c'est une ancienne cléricature qui est devenue un minable
je l'ai été, mais un minable petit lobby d'intérêt. Enfin, si tu veux, il faut voir que le droit, comme le dit toujours, d'ailleurs, le grand Jean-Louis Herouet, immense historien du droit, qui est proche de nous, dit, mais le droit, pendant 25 siècles, ça a servi à faire tenir les sociétés. Maintenant, ça sert à les faire crever. Donc, à les étouffer. En tout cas, les étouffer. À les étouffer. C'était pas Duguay, c'était Oriou. C'est Oriou. Ah oui, fin du 19e français, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais l'institution des institutions, c'était Oriou, parce que c'était un juriste catholique. Mais oui, voilà, alors tout à fait. Mais donc, dire que l'Union européenne est une bulle de liberté dans un environnement qui devient de plus en plus autoritaire, si c'est pas de la novlangue, je me demande ce que c'est que la novlangue en fait, hein, c'est-à-dire de dire l'inverse, de signifier l'inverse de ce qu'on dit. Donc, on n'a jamais imaginé un espace aussi étanche à toute logique politique et démocratique que l'Union européenne. C'est le chef-d'œuvre de la mondialisation néolibérale, l'Union européenne. C'est-à-dire que les États-Unis sont loin, avec tous leurs défauts, sont loin d'avoir créé un espace institutionnel aussi étanche à tout processus politique et démocratique que l'Union européenne. C'est donc un chef-d'œuvre de la pensée anti-politique et antidémocratique, l'Union européenne. Un véritable chef-d'œuvre, c'est-à-dire que, encore une fois, la cohérence de son contenu en interne et la cohérence de son contenant dans la logique de construction institutionnelle qu'elle a implémentée est fabuleux. La conjonction des deux crée un espace institutionnel. C'est pour ça que dans l'Union européenne, personne ne vous entend crier. Parce que c'est un espace, encore une fois, pire qu'une dictature ou qu'un régime autoritaire, pour ce qui est de dégager un espace de liberté institutionnelle, donc politique, et démocratique, donc arbitré par une majorité et qui renforce les classes sociales les moins puissantes par les institutions publiques. Ça, c'est totalement étanche. Mais il faut entendre totalement par radicalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un millimètre de jeu. Et il n'y a pas un atome d'oxygène, enfin, l'oxygène, c'est plus... Mais il n'y a pas... Il n'y a rien. C'est irrespirable. C'est totalement verrouillé. Et c'est ça qui est le Graal de nos classes éduquées. Ouais. Donc, finalement, c'était la phrase d'un intellectuel catholique qui avait étudié les phénomènes idéologiques, qui est l'auteur d'un des classiques de la souveraineté, qui s'appelle les auteurs béantes de l'Europe, Roland Hureau, qui a dit qu'ils n'ont plus Dieu unique, mais ils ont une monnaie unique. Et c'est mais si tu veux, tu as un déport si tu veux. Oui, c'est une translation symbolique. Tu as un déport de si tu veux, en réalité, qui s'exprime quand il s'exprime par la théologie, ça donne la théocratie, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est qu'en réalité, tu as une tendance chez l'être humain à vouloir, un grand immobilisme, si tu veux. Ça, c'est humain, c'est-à-dire de vouloir un monde qui ne change pas. Stable. De là avoir une stabilité de cimetière, tu vois, c'était d'ailleurs le vieux terme qu'on employait quand il y a longtemps, on appelait ça la paix des cimetières. Tu vois, si tu veux, et en réalité, c'est en Occident, c'est ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que, si tu veux, tu as aujourd'hui, tu vois, parce que il est tout à fait normal qu'une civilisation soit un équilibre, De Gaulle le disait magnifiquement, de force de mouvement et de force de solidité. Aujourd'hui, les forces de mouvement sont dégénérées, les forces de stabilité sont, les forces de stabilité ne conservent que le poison. Si tu veux, c'est l'un des visages de la maladie de civilisation que nous vivons, parce que ce qui veut bouger, bouge vers le mur, ce qui veut conserver, conserve la mort. Et c'est la crise terminale d'un ordre.
contre lesquels, oui, d'ailleurs, et l'Union européenne est le symbole premier de ça. C'est-à-dire que nous ne bougerons pas, sauf vers le pire. Et ça, oui, c'est tu veux, qui a été dans les institutions communautaires, c'est que c'est premier dans leur manière de penser. Si tu oublies ça quand tu es en phase 2, moi je... Mm. 20 ans que je suis en phase 2, donc oui, oui. j'ai vécu 5 ans avec eux. Mm. C'est l'un de leurs tics premiers. Ça, ça on n'en parle pas. Ça, c'est pas touchable. Ça, c'est l'interdit. Ça, de toute façon, on n'y peut rien. Et de toute façon, ça, c'est hors sujet. Mm. C'est le terrible mot qui est donné à ce lâche de Varoufakis quand il dit oui, enfin, mon peuple est en train de crever. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui répond? Adult in the room. Il n'y a que des adultes ici. Grosso modo, t'es là que te crèves. Sauf que dans cette pièce, il n'y avait que des mineurs. Il y a eu profondément pour les raisons donc, tout à fait. qu'on a évoquées. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que ici on assume l'inassumable. C'est en fait ici on fait de la réelle politique, mais sans politique. Voilà, donc tu agis comme le groupe, à savoir ceux qui sont dans le secret que dans cet espace institutionnel, personne ne vous entendra crier, y compris un peuple qu'on met à l'agonie. Les Grecs, une chute de PIB qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire en dehors d'une guerre, et qui perdent tout, leurs institutions publiques, leur hôpital, une partie de leur population, 300 000 jeunes sont partis sur un pays de 10 millions d'habitants. Voilà. Là, ça arrive par exemple à l'Ukraine, mais on aura remarqué que l'Ukraine est en guerre. Tandis que c'est arrivé à la Grèce, qui n'était pas en guerre. L'Union européenne, c'est la paix. Oui, c'est vrai que l'amour entre les peuples grecs et allemands a fait un bond en avant dans le cadre européen en 2015. Mais enfin, il faut avoir de drôles de lunettes quand même pour voir ça comme ça. Donc cet espace est d'une toxicité institutionnelle d'échelle historique. On n'avait jamais vu des institutions aussi toxiques en termes politiques et démocratiques. Donc, moi, ce que je veux souligner avec force, c'est que le contenant est pire que le contenu. Et le contenu, je viens de décrire à quel point je le respectais, ou je le trouvais désirable et positif. Le contenu est une infamie puissance 4, avec les 4 libertés. Et il est une logique par rapport au contenant. Voilà. Et voilà. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Mais le contenant est encore pire. Mais le contenant est pire. Parce qu'on y mettrait un contenu positif, que ce serait la pire manière de vouloir l'implémenter. Et que ça serait pas tolérable, non acceptable, non légitime, pour les meilleures raisons du monde. On ne procède pas comme ça. On ne fait pas le bien des gens contre leur volonté. Il y a une urgence climatique. C'est à nous de le vérifier, à nous collectivement, à chaque société humaine, de le vérifier et d'en tirer les conséquences. C'est pas la COP21. N'importe quoi qu'on estime souhaitable ne doit jamais passer par des moyens surplombants et qui imposent une volonté collective quelconque. C'est pas tolérable, c'est pas légitime. Merci, cher Gilles, et au mois prochain pour la prochaine... Hérisson, pour le prochain hérisson qui pique. Voilà, pour celui qui va piquer encore plus fort. Merci, oui. Merci Pierre-Yves, merci au cercle. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.